on a 195 262 séjours en 2016, dont 104 739 de PTH. Et effectivement, ça rejoint. On a pu travailler avec quelques diapos qui expliquent un peu l'anatomie sur un excellent site qui est l'Anatomie 3D de Lyon, effectivement, que je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil dessus. Effectivement, si on part du muscle périforme, qui est le plus important un peu dans la voie postérieure, on voit qu'au niveau du sacrum jusqu'à son insertion dans la fossette, son rôle, le premier rôle, c'est un rotateur externe qui permet de stabiliser un peu la hanche et surtout un starter d'abduction, effectivement, qui peut être utilisé avec le moyen fessier. Si on regarde d'un peu plus près au niveau des muscles pelvico-trochanteriens, on voit qu'il y a deux muscles, l'obturateur interne et externe, qui travaillent en synergie. C'est un stabilisateur du bassin parce qu'effectivement, la co-contraction permet de stabiliser la hanche en antéversion et en rétroversion, ce qui est important pour récupérer. Effectivement, l'anatomie, on peut voir un peu le rapport qui est tout à fait correct entre le nerf sciatique qui passe sous le piriforme et dans son plancher, il y a les autres muscles. Et de biais, on voit parfaitement bien le passage du nerf sciatique sous le pyramidal et puis les autres muscles. La voie d'abord postérieure va détacher d'ici à ce niveau. Donc, on est un peu loin au niveau du sciatique. Donc, il y a moins de risque à ce niveau parce qu'il protège un peu. Mais c'est une manière de voir un peu les choses. En avant, comme on l'a vu avec Majed, il y a le petit fessier qui est en avant et surtout le grand muscle moyen fessier qui permet de faire l'abduction. Et surtout, un muscle important qu'il ne faut pas oublier, c'est le psoas iliaque avec son chef spinal et son chef iliaque et qui passe devant, comme Majed l'a bien parlé. Et effectivement, le psoas iliaque, quand il se contracte des deux côtés, effectivement sur un bassin stabilisé, ce qui permet de faire une flexion de la cuisse. Or, il y a une pathologie spéciale ici, qu'on a parlé aussi dans les voies antérieures, c'est cette tendinite de psoas qui est sur le bord du cotyle, et en même temps, ce passage-là qui peut être une zone de défilé, une réflexion, qui peut expliquer quelques tendinites, avec un rebord, si l'os il est un peu proéminent, d'expliquer certaines douleurs, surtout quand on met une prothèse un peu plus en antéversion que d'habitude, qui peuvent entraîner un certain conflit à ce niveau. Pour la voie postérieure, pour être plus rapide, donc on va dire c'est la voie habituelle de Moore. Une mini-poste, ça veut dire une mini-voie postérieure, peut être une incision qui est juste un peu plus à l'arrière. Et on prendra que cette partie-là, c'est pas la grande partie. Et effectivement, ça passe par une décision des fibres du grand fessier, sans couper le grand fessier, son insertion qui est là, mais surtout une décision de ces fibres pour pouvoir les écarter. Une vue anatomique, effectivement, si on écarte un peu le grand fessier, on voit le trochanter, l'insertion du pyramidal du piriforme qui est là, et les autres muscles pelvico-trochantériens, jumeaux supérieurs, obturateur externe, obturateur et jumeaux inférieurs, et puis le carré crural, qui permettent effectivement de inciser à ce niveau et d'aboutir sur la capsule, en faisant attention qu'il y a le nerf sciatique qui est assez loin et qui est protégé. Effectivement, l'ouverture de la capsule peut se faire, mais surtout en rotation interne du fémur cette fois-ci, et non pas en rotation externe, sur une table normale, en décubitus latéral par contre. Et effectivement, on peut faire la section de la tête et puis la préparation du cotyle à partir de ce moment. Est-ce qu'on peut fermer la capsule? Oui, si on introduit une certaine possibilité. Effectivement, on le faisait depuis plusieurs années et un article récent de 2019 a montré la technique elle-même qu'on fait depuis longtemps. On préserve le pyramidal dans les mini-postes, on fait une incision de la capsule. Cette incision peut être incisée un peu plus par là et de faire un petit lambeau de rotation qui permet de stabiliser et de cacher un peu la prothèse qui est visible ici, pour cacher un peu la prothèse à ce niveau et pour donner une certaine stabilité active par le pyramidal. Même s'il est coupé, on peut le réinsérer, il va être effectivement efficace. Et puis la capsule qui ajoute un tissu à ce niveau. On va parler aussi des types de prothèses. Effectivement, la luxation des prothèses peut se faire en avant ou en arrière selon la mobilité. Pour une prothèse simple mobilité, le seul fait d'avoir un mouvement luxant, ça permet de déboîter la prothèse. Comme ici, comme vous voyez, un seul mouvement déboîté. Par contre, pour éviter ça, on a proposé des prothèses double mobilité. Si vous regardez bien, il y a une pièce qui va dans le cotyle, une pièce dans le fémur et une pièce polyéthylène qui permet de faire la double mobilité. Ça veut dire qu'il y a une mobilité dans cette
prothèse entre la pièce polyéthylène et la pupille, et puis entre la tête et la pièce polyéthylène. Ce qui fait que dans les positions luxantes, la prothèse peut venir en avant pour empêcher la luxation antérieure, et pareil, dans le mouvement luxant postérieur, il suffit que la pièce vienne par là, et ça empêche la luxation postérieure. On va parler un peu, si vous voulez bien, de la voie antérieure et la possibilité de luxer la hanche. Regardez, dans la voie antérieure, on est obligé de faire une rotation externe. Et le fait de faire la rotation externe permet de luxer la hanche. Regardez bien la position entre le fémur qui part en rotation externe et la luxation de la hanche. À l'opposé, si on regarde pour une luxation postérieure, donc je vous montre effectivement, il faut faire une rotation interne du fémur pour luxer la hanche. Et dans cette position, si vous regardez bien, vous voyez comment on dirige la prothèse pour qu'elle soit bien dans l'axe de la diaphyse, et puis on fait la coupe du col dans cette position. Donc, corollaire de ce fait, il y a une possibilité de luxation lorsqu'on fait la rotation externe pour les voies antérieures et quand on fait de la rotation interne, quand on fait une voie postérieure. Effectivement, parfois, on a besoin de faire des gestes associés. Effectivement, si l'âge et il y a une raideur et en même temps, s'il y a une obésité, on a besoin de faire des releases postérieures, même lors des voies antérieures. Parce qu'on peut couper le périformis et les obturateurs, mais c'est très difficilement réinsérable par la voie antérieure. Et c'est pour ça qu'on a parfois des luxations postérieures, même si la voie est antérieure, et l'inverse est vrai, parce qu'on a fait des releases importants. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Effectivement, Majed, on en a parlé un peu. J'ai retrouvé juste un article de Damien, donc de 2019, qui dit que la voie antérieure par arthroplastie, est-ce qu'il y a une différence entre une voie postérieure, sur une étude là-dessus? Et effectivement, on retrouve pratiquement les mêmes résultats à partir de la 3e semaine, mais à condition de maîtriser la voie d'abord. Je reviens un peu sur les méta-analyses du e-learning de la Softcode 2009, excellent, et effectivement, on a retrouvé les méta-analyses de 17 articles en 2015, 42 articles en 2017, tous qui sont concordants. Il faut une bonne maîtrise de la voie, parce qu'on a un risque de reprise fémorale plus important par rapport à l'expérience des chirurgiens pour les voies antérieures, plus que les voies postérieures. C'est la learning curve, c'est la courbe d'apprentissage qui est plus importante dans les voies antérieures. Et le compagnonnage pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cette voie antérieure. Attention, quand il y a un âge, une obésité et un profil de patient, il y a un profil d'école, il y a un profil de patient, c'est important. Une étude de la Mayo Clinic sur 100 cas avec un même opérateur qui a l'expérience senior, et effectivement, il n'a pas trouvé entre 50 cas et 50 cas entre la voie antérieure et la voie postérieure. Par contre, il y a des risques neurologiques. En total, quelle que soit la voie antérieure, voie postérieure, on a pour une première PTH pratiquement 0 à 3%, donc on va dire 1% de risque neurologique par des écarteurs, par des allongements. Lors des reprises, on a 1 à 7%. Et quand on opère une dysplasie avec abaissement de la hanche, là, on a pratiquement 10% de risque neurologique parce qu'on a descendu la hanche et on a allongé les nerfs, que ce soit en avant, que ce soit en arrière. Et effectivement, il n'y a pas de problème de ratio que chez les hommes ou chez les femmes, c'est la même chose. Pour la voie antérieure, effectivement, le sciatique de l'autre côté et le nerf fémoral qui est là, et surtout une pathologie spéciale dont on en a parlé. Là, c'est une statistique ancienne parce que ça reprend comme quoi la majorité des incisions étaient postérieures et non pas antérieures. Mais dans les voies antérieures actuelles, il y a ce nerf fémorocutané, quand on en a parlé, qui donne des dysesthésies. Dans les premières techniques de voie antérieure qui n'ont passé pas dans la gaine, on était pratiquement à 60% de dysesthésie avec des méralgies, des douleurs à la face antérieure de la hanche qui ont été en partie réglées par la voie d'abord antérieure dans la gaine, comme il l'a dit Majed tout à l'heure. On arrive au chapitre de la rééducation qui est très importante, qui a été changé aussi et chamboulé par le phénomène de RAC qui participe. Et effectivement, il ne faut pas oublier deux grandes choses. Le moyen fessier, c'est le muscle de la boiterie. Il faut impérativement le faire travailler. Et surtout, ne pas oublier les mains, parce que lors du biquillage et pour aider un peu la hanche, il faut impérativement que ses bras soient assez forts pour stabiliser un peu l'appui. Si je reprends un peu le programme, avant le RAC, on était pratiquement jusqu'à 5 jours en disant la mobilisation
sur le plan du lit, une flexion du genou et hanche, pied sur le lit, puis surélever le bassin, et un appui par rapport au dos de la chaise avec un accroupissement bipodal. Après un accroupissement unipodal, éventuellement, en s'aidant toujours d'un plan. Maintenant, avec le rack, on peut diminuer un peu les délais jusqu'à J2, J3 et pour une sortie à J3 ou J4 en fonction de l'autonomie des patients et de la récupération. Est-ce qu'il y a des douleurs? Oui, mais heureusement que les infiltrations péro-opératoires qu'on fait avec un produit qui s'appelle la noropéine, donc rovipicaïne, et qui permet d'avoir une insensibilité et surtout une diminution de la douleur post-opératoire, on injecte effectivement dans la hanche, ce qui permet de diminuer un peu les douleurs. Surtout, il faut savoir aussi que dans la première semaine, il n'y a pas que la douleur de la hanche, aussi il y a les douleurs qui sont à côté. On en a parlé avec Majed, donc effectivement, il y a les tendinites du moyen fessier s'il était préexistante, est-ce que ça peut donner des douleurs? Est-ce qu'on a fait un allongement au niveau du fémur et à partir de là, ça va tirer un peu sur le moyen fessier avec des douleurs sur le côté? Est-ce qu'il y avait une pathologie du fascia lata qui était présente avant et à partir de là, ça peut créer quelques douleurs? Pour les consignes post-opératoires, c'est très simple, on va s'aider avec plusieurs livrets, surtout dans la littérature sur Internet, il y en a plein, mais surtout, c'est votre rôle à vous, les kinés, pour qu'on puisse aboutir à une école de la hanche, une école de la prothèse pour savoir un peu les mouvements. On va regarder un peu de près ces mouvements. Effectivement, quand vous êtes allongé, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de rotation, que ce soit bras antérieur ou bras postérieur au départ, jusqu'à ce que les muscles se réveillent, quitte à utiliser quelque chose pour pouvoir possibilité de stabiliser un peu. Ces photos ont été prises d'un livret thérapeutique qui a été par le laboratoire, un laboratoire et qui a été fait par l'équipe de la Croix-Saint-Simon il y a quelques années de ça, mais que je trouve parfaitement bien équilibré. Et effectivement, faites attention au mouvement luxant. Une voie postérieure, c'est la flexion, rotation interne. Une voie antérieure, extension, rotation externe. Ça veut dire, dès le retour dans sa chambre, mettre le téléphone du même côté de la hanche opérée, parce que dans cette position, quand la famille appelle et que le patient va répondre, il ne va pas faire un mouvement de rotation. Donc ça, c'est important, mettre le téléphone et la commode du côté de la hanche opérée et non pas l'inverse quand on veut faire quelque chose. Attention aux rotations, ça veut dire que si elle veut retourner comme ça, mieux vaut la mettre à ce moment-là de ce côté, si vraiment pour éviter une torsion, ça dépend de la voie d'abord. Pour se soulever, mieux vaut être à plat. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser les deux mains avec la potence et à partir de là, on stabilise un peu la hanche et à partir de là, il y a moins de risques. Attention au mouvement quand on soulève d'un côté parce que ça induit une rotation. Si on ne fait pas attention, le pied qui part par là, on fait une rotation interne. Quand on part en extension, pour la voie antérieure, c'est rare qu'on soit obligé de faire attention à ce geste-là. Mais surtout, il faudra savoir que certaines capsules sont très fragiles et certains mamies, ils ont des muscles qui sont un peu atrophiques, donc faire attention à ces mouvements. Quand on dort sur le côté, on a dit on met un petit coussin, c'est simplement pour que les muscles se réveillent et à partir de là, il n'y a plus de rotation qui est possible parce que là, c'est impérativement stabilisé. Regardez dans cette position sans coussin, la hanche peut descendre vers le bas, toucher un peu le lit et à partir de là, il y a une rotation interne qui peut se faire à ce niveau. On va parler des positions luxantes de la hanche. Effectivement, si habituellement on dort sur le dos, il n'y a aucun souci, donc la prothèse, elle est bien en place. Par contre, si on dort sur le côté posé à la prothèse, le fait que la jambe tombe en arrière, ça permet de faire une luxation antérieure. L'inverse est vrai. Si la jambe tourne en rotation interne sur l'autre côté, à partir de là, il y a un risque de luxation postérieure de la prothèse. Effectivement, pour se lever du lit, maintenant, les mêmes techniques que vous connaissez parfaitement et que je pense qu'il faut impérativement apprendre à nos patients, c'est de tourner en un seul bloc, en s'aidant éventuellement de l'autre jambe pour pouvoir descendre la hanche opérée pour éviter toute rotation possible. Faire attention à ces mouvements de rotation, rotation externe, rotation interne, qui peuvent luxer et donner une certaine instabilité. Pour s'asseoir, comme vous le savez, il faut être bien le doigt avec les deux épaules, le dos bien droit et en même temps les épaules qui touchent un peu le fauteuil pour stabiliser et effectivement faire attention de ne pas croiser les jambes comme on l'avait vu tout à l'heure. Pour se lever, on prend appui sur les deux bras du fauteuil et à partir de là, la hanche qui est opérée en extension et on se lève avec l'aide de l'autre hanche pour pouvoir. Attention à l'hyperflexion.
parce que cette hyperflexion permet de faire une instabilité à cette hanche. Comprendre un chevet, un objet sur une table de chevet, comme on l'avait dit au moment quand ils sont allongés, il faut toujours être du même côté pour éviter de tourner sur l'autre côté au moment d'une rotation. Surtout s'il y a un objet par terre, comment on le ramasse? Toujours avec une pince ou demander de l'aide. Et surtout, ne faites pas ce mouvement d'hyperflexion parce que là, on part directement sur une position d'instabilité. Utilisez pour se chausser un chausse-pied, effectivement, qui soit assez long, parce que ça évite un peu ce mouvement-là, et ça évite un peu la torsion du tronc qui implique des torsions et des contraintes sur la hanche. Pour les chaussures en position debout, dans cette position, c'est tout à fait safe, c'est tout à fait sans problème. Attention aux rotations. Par contre, attention, si vous avez une hanche qui est là, qui est une prothèse, et vous mettez la jambe ici sur un tabouret ou sur un fauteuil ou quelque chose pour mettre votre chaussure, là, c'est une position luxante. Et effectivement, c'est une position instable. Pour le béquillage, effectivement, vous avez la hanche opérée, les deux cannes, vous avancez les deux cannes, la hanche opérée avance avec les deux cannes et l'autre hanche rejoint, ce qui permet d'avoir une bonne stabilité. Pareil, pour se pencher, on utilise le mouvement de bascule. Et si on est obligé de s'être à genoux, il faut utiliser la position du chevalier sur le vent. Ça veut dire qu'on met un peu directement l'appui directement dessus. Et là, on implique moins de rotation sur la hanche. Surtout le téléphone qui sonne quand on est debout, ne faites pas une torsion. Parce qu'effectivement, si on fait une torsion sans faire attention avec des muscles faibles, on risque une luxation. Pareil, pour s'asseoir sur un siège de toilette, parfois des rehausseurs sont utiles, mais simplement, il faudra que le kiné vérifie ça par rapport à la longueur de la jambe, par rapport à la hauteur standard des toilettes et de savoir est-ce qu'il faut un rehausseur ou non. Pour une douche, pour la toilette, mieux vaut faire une douche parce que là, effectivement, ça peut être debout, comme ça peut être sur un petit tabouret qu'on peut mettre dessus pour s'asseoir. Mais évitez les baignoires parce que là, effectivement, il y a une hyperflexion qui se fait à ce niveau. Et effectivement, barre toujours. Et effectivement, s'il faut une baignoire, utilisez une planche pour qu'il s'assoie dessus, pivoter et ainsi de suite. Et à partir de là. Les soins de pied peuvent se faire avec une serviette, surtout pour ne pas baisser en flexion, ainsi que des soins au niveau des ongles ou quelque chose. Mais le mieux, c'est de demander l'aide d'un pédicure podologue qui puisse faire un peu ces examens, ces soins, tant qu'il n'y a pas d'instabilité à ce niveau. Pour s'habiller, enlever comme d'habitude, on utilise soit des bretelles amovibles qu'on peut les enlever après, soit on utilise une pince qui permet de soulever. Il ne faut pas oublier que parfois nos prothèses sont des papis et des mamies qui sont à un certain âge et qui n'ont pas probablement la force et l'autonomie qu'il faut pour être autonome. Utilisez un enfil bas, ça c'est sûr, comme on avait dit, un chausse-pied un peu long. Surtout éviter la flexion importante et faire attention aux béquilles qui sont par terre, mieux vaut les mettre dans cette position, comme ça ils ne tombent pas, ils ne donnent pas d'instabilité, parce qu'il faut faire attention. Reste le problème des escaliers. Effectivement, on dit qu'il faut toujours monter l'escalier avec la jambe qui est normale, qui n'est non douloureuse, ce qui permet de soulever un peu et d'avoir une bonne stabilité quand la hanche opérée rejoint. On dit on monte au ciel parce qu'effectivement, la hanche qui n'est pas douloureuse, à partir de là, c'est elle qui met en degré. Pour descendre à l'escalier, il faut mettre les deux béquilles vers le bas, utiliser la hanche qui a été opérée en premier pour stabiliser l'appui, et après, c'est la hanche opposée qui rejoint. On descend à l'enfer parce qu'effectivement, on descend avec la hanche qui a été opérée. Ça, comme ça évite un peu le problème d'instabilité. Pour la voiture, pareil, comme le lit, il faudra tourner les deux en même temps, en faisant attention à des rotations, donc toujours les deux en même temps. Un petit moyen technique, mettre un petit sac plastique sur les fesses, comme ça pivote un peu mieux. Et à partir de là, ça colle moins au niveau du siège. Et faire attention à la hauteur des sièges, ça c'est sûr. Et effectivement, les activités sportives, tout ce qui est pivot, appui, il faut diminuer. Pendant le premier mois, on peut marcher, on peut éventuellement s'aider avec une canne de marche, un bâton de marche. La natation, éviter la brasse. Et surtout le vélo, attention à cette barre. Donc, utilisez plutôt un vélo où on ne peut pas enjamber, ça veut dire un vélo qui n'a pas cette barre-là, pour éviter toute instabilité. Dernièrement, quand il y a un obstacle, je pense que les kinés apprennent parfaitement bien dans l'école des prothèses ce mouvement à nos patients. Il faut avancer les deux béquilles en avant, on avance et on met la hanche opérée et après l'autre hanche qui rejoint. Et ça permet d'éviter plein d'instabilité.
Dernier chapitre, relations sexuelles, c'est possible, mais il faut parler avec vos partenaires. Surtout, effectivement, il y a des positions qui entraînent des flexions forcées, une abduction, une rotation interne, une rotation externe. Il faudra en parler et voir un peu les mouvements qui sont interdits. Et je pense qu'il faudra en parler avec nos patients. Surtout, en règle générale, il faut surveiller le poids. 1 kg de prise, c'est 4 kg sur la hanche. Attention à faire les piqûres dans la fesse du côté opéré. Éviter les positions d'instabilité et de piétinement. Faites toujours une activité physique pour renforcer un peu vos muscles et faire très attention aux chutes, les béquilles, les animaux domestiques, les fils, à tel point que, effectivement, à Villeneuve, par exemple, depuis 10 ans que je suis, on utilise un petit livret où on a un petit mémo qui permet, d'avant l'hospitalisation, de demander à nos patients, avez-vous dans la maison de la place pour circuler entre les meubles? Vous avez enlevé les fils électriques? Est-ce que vous avez enlevé les tapis ou collé ceci avec le double face? Dans les toilettes, est-ce que vous avez installé une barre fixe? Est-ce que vous avez installé un réhausseur? Éventuellement, une lumière automatique qui peut s'allumer si vous levez la nuit. Avez-vous dans la chambre rehaussé votre lit? Parce qu'il y a parfois, il y a des lits qui sont assez bas et qui donnent une instabilité lors du lever. Est-ce que vous avez pour vous habiller une chausse-pied, une pince à long manche ou un influent-pas? Je pense effectivement dans cette période de Covid de faire très attention, protégez-vous, il y a les gestes, effectivement, n'oubliez pas ça malgré qu'on fait des topos là-dessus, vérifiez le gel, vérifiez un peu au bloc effectivement qu'on est protégé, surtout attention à vos portables parce qu'il y a toujours du Covid dessus et toujours pensez à nos anges gardiens parce qu'effectivement nos infirmières, notre personnel soignant, les kinés, les brancardiers, ils sont tous en première ligne aussi. Je vous remercie.